Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Mon invité est un passionné de l'humain et thérapeute en Suisse depuis plus de 20 ans et il a développé entre autres la méthode de l'espace pour soi. À travers des stages, conférences et des consultations, il enseigne comment devenir des responsables conscients et découvrir ce qui nous empêche de vivre avec l'énergie du cœur. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Sylvain Descosterde. Bonjour cher Sylvain. Bonjour Anne. Alors Sylvain, on va commencer par rentrer dans le bain. Que veut dire être des responsables conscients finalement ? Alors, être responsable conscient, j'aurais envie de dire que c'est décider d'être autonome tout en accueillant les messages de la vie pour être accompagné. Alors ça peut paraître un peu contradictoire parce que souvent on me dit mais si on est autonome alors on fait tout seul, on a besoin de plus personne, etc. Et c'est pour ça que j'aurais envie de dire oui, autonome, mais accompagné, c'est pas interdit. J'ai eu la chance de vivre une expérience dans une conférence que j'ai suivie d'un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Biver, qui est très connu en Suisse et qui est chef d'entreprise. Et il a participé au redressement de plus de 5 grandes marques d'horlogerie. Et j'ai trouvé très intéressant ce qu'il disait. Il disait, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu du succès ? C'est tout simplement, j'ai pris le temps de regarder en moi où j'avais des points faibles. Et à partir de là, il a commencé d'engager des gens autour de lui, des gens qui étaient plus compétents que lui sur les parties où il avait des points faibles. Et je trouvais extraordinaire parce qu'en fin de compte, il est resté autonome, il est resté chef d'entreprise, mais en même temps, il a su se faire accompagner par les gens. Il a su se faire accompagner par des gens qui avaient des compétences qu'il n'avait pas. Et j'aurais envie de dire, être responsable conscient, c'est de prendre autour de soi des personnes qui peuvent nous accompagner sans être dépendants de ces personnes, donc en restant autonomes. Alors là, en ce moment, Sylvain, on vit tous une période de pandémie. Est-ce qu'on est vraiment créateur à 100% de notre vie ? Et c'est vrai que quand on a des événements extérieurs comme ça qui nous tombent, je mets des guillemets, un peu dessus, on a l'impression que finalement, on n'est pas responsable à 100% de ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que c'est ça aussi être des responsables conscients, c'est prendre notre part ? Alors oui, donc c'est vrai qu'on a plusieurs théories. On a des théories, tout est déjà mis en place, qu'on n'a pas le choix. Et puis il y a d'autres théories qui disent effectivement que nous sommes créateurs. Alors la perception que j'ai moi aujourd'hui, c'est que pour moi, je suis créateur à 100%, effectivement, de ce que j'expérimente et de ce que je vis. Mais avant peut-être de développer ça, j'aimerais peut-être exprimer quel langage j'utilise pour cette création, parce que pour moi, le langage crée. Et j'ai deux langages, en fin de compte, que j'utilise pour rester simple. J'ai le langage mental et puis j'ai le langage du cœur. Et ces deux langages-là n'ont pas les mêmes mots, MOTS, n'ont pas les mêmes fréquences, puisque tout est énergie. Et donc, lorsque j'utilise le langage du mental, je vais créer ce que je sais, puisque le mental est le savoir, en fin de compte. C'est tout ce que j'apprends, je nourris ce langage-là. Et le langage du cœur, c'est la connaissance. Donc, je pourrais peut-être, tout au long de ce partage, peut-être de temps en temps,
dire, là, je suis avec le langage du mental, puis là, je suis avec le langage du corps, pour que les auditeurs puissent avoir la compréhension de ce que je veux dire par là. Oui, est-ce que tu pourrais donner comme ça un petit exemple concret dans la vie de tous les jours ou en ce moment, étant donné la situation, quand le mental s'exprime et quand le cœur s'exprime pour que ce soit peut-être plus parlant, même si après tu vas revenir, comme tu dis, tout au long? Oui, alors, si on veut bien, si maintenant j'écoute par exemple une vidéo ou que je lis un article avec ce qui se passe en ce moment, si je vais le déchiffrer avec le mental, je vais avoir un avis par rapport à ce que j'ai appris, Mhm. donc par rapport à ce que j'ai entendu. Et là, c'est vrai qu'avec le langage du mental, il y a le doute. Est-ce que ça me parle et ça me parle pas? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Tandis qu'avec le cœur, c'est le langage du cœur, c'est un langage du ressenti. Et c'est ce langage-là où moi je m'approche le plus maintenant, ou ce que j'ai développé pour moi et que je partage, c'est d'aller écouter ce ressenti. Donc, je vais écouter par exemple cette vidéo, je vais en lisant ce texte, je vais observer comment je me sens au niveau vibratoire. Et par rapport à ça, ça devient une évidence. Ça devient comme une certitude. Alors quand je parle de certitude, ça veut pas dire, c'est pas prétentieux. Pour moi, la certitude, c'est quand c'est une évidence. Pour moi, ça fait partie de la foi. C'est de la Mm. confiance. Voilà. Par exemple, tu regardes une vidéo, admettons, effectivement, qui donne une certaine information. Donc là, il y aurait ton mental qui dirait oui, mais c'est bizarre, mais ce médecin, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce que c'est une théorie de complot? Je dis n'importe quoi. Mais c'est Et ça. puis voilà, et puis ton cœur, ton être émotionnel, si jamais toi tu te mets tout de suite et tu dis que maintenant tu as vraiment une grande pratique, donc tu as l'habitude, lui tout de suite il se met en résonance et lui si l'information en fait résonne juste pour lui, et tout de suite il peut avoir une espèce de réponse en disant oui, pour moi c'est une forme de vérité ce qui est dit là, par exemple. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. Pour moi, ça devient comment est-ce qu'on va dire ça? C'est une réalité. C'est la réalité, mais qui est en moi, qui est pas forcément pour d'autres personnes. Oui. Et c'est ça le but aujourd'hui. C'est pas que les gens écoutent tout ce qu'on raconte, mais c'est qu'ils entendent au niveau vibratoire ce qui est évident pour eux. Puis quand ça devient évident, c'est qu'ils sont ils sont exactement sur le pourquoi ils sont là, et sur le pourquoi, sur le choix d'expérience aussi. Alors comment est-ce qu'on peut faire justement pour avoir plus de pratique et apprendre à vraiment de plus en plus ressentir et à faire ce tri d'informations entre ce que le mental pense, et le mental, on va revenir dessus après, mais en soi c'est ni mal ni bien, hein, c'est pas l'objectif de juger le mental, mais en quoi est-ce qu'on peut développer ce ressenti? Je pense ce qu'il est nécessaire, c'est déjà de décider. Ça veut dire que ça devienne une priorité. Ça veut décider que maintenant je développe par le biais de méthodes, de techniques, cette écoute. Hein, je pense qu'aujourd'hui on arrive vraiment dans une période où on a ce temps pour pouvoir revoir où sont les priorités. Quelles sont mes priorités? Quelles sont qu'est-ce qui est en cours d'actualité? Qu'est-ce qui n'est plus d'actualité? Je me suis amusé pendant ce confinement à prendre un cahier vide, et chaque projet, chaque idée que j'avais auparavant, ce que je vivais, j'ai pris une page par projet, par sujet. Et puis je me suis dit, ben voilà, maintenant qu'est-ce qui est d'actualité? Et j'ai repris les sujets un après l'autre, et je dis ça l'est en cours, ça l'est plus. Et ça m'a beaucoup aidé à recadrer pour savoir où je veux aller demain par rapport à cette réflexion et ce temps qui m'a été donné pour l'avoir. Donc je sais pas si je te réponds à la question, mais Ça, tu l'as fait donc avec le ressenti. Ma question, c'était comment est-ce que justement,
quelle méthode, quelle petite technique tu pourrais nous donner pour éveiller plus ce ressenti qu'on a à l'intérieur de soi et qui est vraiment comme une boussole du cœur et émotionnelle? Alors, je vais venir avec la base, hein, parce que quelque part, j'ai créé une philosophie de vie pour moi que j'ai intégrée. Et le départ, vraiment, la base, c'est vraiment d'endormir le mental qui m'empêche justement euh, cette écoute intérieure, et puis surtout de rééquilibrer, je dirais, l'ego. Parce que c'est vraiment deux sujets, deux fréquences qui se mettent ensemble pour créer une dualité, une expérience de dualité. Donc moi, quand je suis dans le langage du mental, je suis dans la dualité. Et puis quand je suis dans le langage du cœur, je suis dans l'unité. Donc il y a vraiment deux choses, je dirais, c'est endormir le mental par le biais de la respiration. On prend Mhm. simplement une inspiration et dans l'expire, on pense au moment présent que nous sommes en train de respirer. Il n'y a pas besoin d'apprendre une technique nouvelle, il n'y a pas besoin de dire, ben voilà, il faut respirer avec le ventre, avec le diaphragme, avec les poumons. C'est pas ça le but. Le but, c'est de mettre en conscience, ça veut dire de penser à l'instant présent à la respiration. Le moment où on met ça souvent dans la journée, quitte à mettre des post-it en disant pense à la respiration un peu partout, quitte à mettre des post-it, on va gentiment, 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 en pensant à la respiration, endormir le mental. Le but, le mental, il est nécessaire, mais il est nécessaire pour faire de la comptabilité, il est nécessaire pour aller faire des recherches quelconques, mais il n'est pas nécessaire forcément toute la journée. Et il n'est pas nécessaire la nuit pendant qu'on dort, par exemple. Mhm. Et puis au niveau de l'ego, c'est tout simplement l'ego est lié aujourd'hui vraiment à, au jugement. Et ce jugement alimente en fin de compte. C'est la fréquence vibratoire au niveau de l'ego, quand je la ressens, puis qu'elle n'est pas en équilibre, eh ben, il y a une espèce de plaisir dans le jugement. Et c'est pas facile hein, de se libérer du jugement. Eh ben, j'ai d'abord décidé de me libérer du jugement de moi-même, parce que c'est par là que ça commence. Hein, quand on est tout nu devant un miroir, eh ben, si on y voit des défauts, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'estime de soi-même. Et puis surtout, ça n'existe pas les défauts. On les a créés par la croyance qu'on a qu'il faut être parfait. Donc, le fait de cesser déjà de se juger, et j'utilise une petite phrase toute simple de Don Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec, le quatrième Mhm. des accords en question, qui dit je fais du mieux que je peux. Et donc Mhm. il dit plutôt fais de ton mieux. Mais c'est vrai que Ouais, faire de son mieux. comme Mhm. j'utilise pas l'appropriation dans le langage, je l'ai juste tourné en disant je fais du mieux que je peux. Et puis, moi, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent de prendre un papier et puis de le mettre cette phrase sur la table de nuit et de retourner le papier en disant j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et en fin de compte, le soir, j'ai fait du mieux que j'ai pu et le matin, je fais du mieux que je peux. Et à force de faire ça pendant un cycle je sais pas moi, 21 jours, c'est toujours, on parle du cycle des 21 jours, Mhm. mais c'est une réalité pour moi. Et ben, ça permet justement au niveau cellulaire d'intégrer ce processus et puis surtout de cesser de chercher la perfection, de se poser la question si j'aurais pu faire mieux en cours à la journée, etc. Donc on libère beaucoup de choses, mais ça se passe au niveau cellulaire. Donc c'est des petites pratiques comme ça qu'on met Ouais. petit à petit en place pour pouvoir pour permettre ce changement naturel, en fin de compte. Pas être dans le Mhm. mental pour changer, mais utiliser la pratique quelque temps avec la pensée pour pouvoir faire que ça change naturellement. Hmm. Quand tu parles du mental et de l'ego, je vois que tu les dissocies, enfin, pour toi, ils sont différents, alors que souvent, dans l'inconscient, le mental et l'ego sont la même chose. Donc toi, tu les dissocies, hein.
Alors oui, oui, bien entendu, on ne fait qu'un, hein, j'entends, tout est un. Mais c'est vrai que pour moi, sous le plan vibratoire, elles ont une autre, elles agissent à des situations différentes. Le mental, il va plutôt agir quand je suis en train de lire, quand je cherche à comprendre. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui m'accompagnent dans les stages ou les formations, je leur dis toujours, si tu n'as rien compris, c'est que tu as tout compris, parce qu'il y a rien à comprendre. Le moment où tu es dans le langage du cœur, tu as absolument rien à comprendre. Ça se passe pas avec la tête. Alors effectivement, quand je cherche à comprendre quelque chose, je vais actionner, cette fréquence, cette vibration quand je l'écoute à l'intérieur qui est plus mentale. Par contre, si je vois quelqu'un dans la rue puis que je me dis: «Oh là là, mais quelle allure il a celui-ci», eh ben, le mental, il va pas se mettre en action. Je vais sentir plutôt cette fréquence qu'on appelle, l'ego. Et c'est pour ça que je les différencie et puis qu'on Mmh. on les prend séparément pour devenir maîtres d'eux et non plus eux maîtres de nous. Oui. C'est comme si l'ego était plus lié, comme tu disais tout à l'heure, au jugement et le mental, ce que les anglo-saxons parlent de mind, l'esprit en fait qui nous permet le raisonnement, hein, c'est ça? Oui, oui, ça me parle, oui. Je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que en t'entendant parler, on a l'impression que le mental et l'ego nous tendraient quelque part des pièges, alors qu'en fait, si nous sommes un, quelque part, il n'y a pas quelque chose de mauvais à enlever ou à faire taire en nous. Si nous sommes un, tout est bon, je dirais, en nous, que ce soit le mental, l'ego, le cœur. Alors que là, peut-être, on essaierait de faire un tri finalement, quelque part, entre les trois, avec peut-être le cœur qui serait, ou le ressenti qui serait meilleur que les deux autres qui seraient à mettre un peu en veilleuse parce qu'ils nous empêchent d'être nous-mêmes, que je comprenne bien. Alors, il y en a pas un qui est meilleur ou moins bon. Simplement, ils ont des fonctions différentes par rapport aux situations qu'on vit. Mhm. Mais je donnerais peut-être un exemple. Quand on dit que tout ce qui est écrit dans les livres est juste, bah, d'ailleurs on le dit pas, mais est-ce que en fin de compte, tout est juste, hein, par rapport à l'instruction, hein? On nous dit que les maths c'est comme ça, la géo, la science, etc. Est-ce que tout est juste en fin de compte? Euh, au niveau, au niveau de l'éducation, est-ce que l'éducation qu'on a eue, tout est juste? Est-ce que tout ce qu'on nous a inclus, tout ce qu'on nous a donné, tout est OK? Et c'est ça en fin de compte, c'est qu'à un moment donné, redevenir soi doit nous permettre justement de ne faire plus qu'un avec le mental, l'ego, pour pouvoir justement ressentir la joie, l'amour, le cœur, tout simplement. Et le moment où c'est plus eux qui ont le dessus, eh bien, on peut faire partie de ce tout. Et l'ego, le mental, n'a plus la même raison d'être. Le moment où on a Mm. fusionné, mais le moment où on est dans la dualité, ben effectivement, c'est eux qui prennent le dessus. Donc, je parle toujours de fusion, d'unité, mais en même temps, on a des actions qui sont énormément dans la séparation, dans la division. Je peux te donner un exemple si tu veux. Oui. À l'école, j'apprenais que, ben voilà, il y avait une cellule. La cellule, ben, elle se divise, donc on parle d'une division cellulaire. Et moi, j'avais Mm. jamais compris pourquoi on parlait d'une division cellulaire. Je savais pas. Pour moi, c'était une multiplication cellulaire. Mm, c'est ça. Alors bien sûr, la multiplication, c'est une fois que ça forme un groupe. Mais pourquoi on parle de division à la base, au départ? Et ce que je perçois, c'est que en apprenant que les cellules se divisent, pourtant il y a 2 noyaux entiers après, donc eh bien on crée, si on veut bien, la division au niveau, la dualité en fin de compte. Pour moi, ça part déjà de là.
Et quand on cherche, par exemple, la lumière, est-ce qu'on peut être aussi dans un excès de lumière lumineuse, on pourrait dire? Complètement, complètement. Le but, c'est pas d'être dans une polarité ou l'autre. C'est pas d'être dans un excès ou l'autre. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me vient là maintenant, c'est que un jour, j'avais une personne qui m'accompagnait par rapport à un sujet dont je suis pas, euh, où j'avais besoin, comme je parlais tout à l'heure, hein, où, où c'était pas le point fort. Donc, j'avais une personne qui me donnait un coup de pouce sur un sujet où je suis pas dans le point fort. Et puis, il y avait une bonne nouvelle. Donc, cette personne me téléphone, elle me dit, ah, ben, tu sais, c'est bon, tout est en ordre, tout est réglé. Puis moi, ben, j'ai dit, ben, écoute, c'est cool, c'est superbe. Et il m'a avoué plus tard qu'il était un peu surpris de la réaction que j'avais, parce qu'en fin de compte, j'ai pas sauté au plafond, j'ai pas été euphorique. C'est ça aussi, retrouver cette écoute intérieure. C'est qu'à un moment donné, on peut plus être dans une énorme souffrance, mais comme on peut plus être dans une énorme joie. Donc, il y a un équilibre qui se fait, mais pour ça, effectivement, on doit devenir maître du mental et de l'ego pour pouvoir arriver à ce 1. Et quand je parle de piège, c'est justement que si c'est eux qui ont le dessus, ils vont fermer la porte à ce 1, à cette unité. C'est pour ça on est nombreux à ne pas forcément expérimenter l'unité sur cette terre. Oui, je me souviens, j'ai eu l'occasion de suivre un stage avec toi il y a une dizaine d'années, Sylvain, en France. Et je me souviens. Et ouais, et donc on s'en souvient bien, effectivement, c'était génial. Et je me souviens de cette parole, je ne sais plus si c'est à cette occasion où tu disais, finalement, on sait qu'un jour on peut être dans l'unité. Alors c'est un exemple qui est frappant, je le dis comme ça, parce que tu l'avais dû le sortir à cette occasion, en disant si on est capable de méditer sous une ligne à haute tension et envoyer de l'amour. Tu te souviens de ça? Alors oui, il y a deux histoires là-dedans. C'est effectivement, je parlais de la méditation et puis aimer la ligne à haute tension. Donc la méditation, effectivement, j'ai tendance à dire que le moment où méditer dans une chambre avec un petit peu de musique, une bougie, une ambiance qui est magnifique, puis faire le vide, ça veut pas dire non plus qu'il y ait plus aucune pensée, hein. Ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'au moins on retrouve un calme intérieur. Et en fin de compte, méditer, c'est de pouvoir avoir ce ressenti-là quand on est dans un métro. Et le moment où j'ai ce ressenti, où je peux être complètement détendu, puis faire que tout l'entourage ne fait qu'un avec moi, alors là, moi, je dirais qu'on commence à méditer. C'est d'avoir cette capacité-là, de pouvoir le faire, Oui. même quand on a quelque chose autour de nous. Et ça, c'est quelque chose de beau. Quand j'étais une fois à Paris, je l'avais expérimenté, je l'avais testé. Alors, c'était pas évident du tout, mais je trouvais très intéressant comme pratique. Et la ligne à haute tension, c'est plutôt pour cesser de repousser ce qu'on n'aime pas, parce qu'effectivement, si j'aime pas la ligne à haute tension, je vais repousser, je vais éloigner du centre, je vais éloigner cette ligne à haute tension, mais dans le même coup, comme c'est un équilibre sur le plan vibratoire, je vais éloigner aussi tout ce que j'aime, tout ce qui me convient. Et ce que je dis en fin de compte, je pense que c'est de ça que tu parles, je dis aimer la ligne à haute tension, parce qu'en aimant la ligne à haute tension, la ligne à haute tension va revenir dans le centre, donc la fréquence, la vibration, et tout ce que j'aime va aussi revenir dans le centre. Et c'est ça qui nous permet de faire la fusion. Et il y a d'autres exemples. On peut dire, par exemple, le négatif, dès que j'utilise dans le langage tout ce qui est négatif, tout ce qui est positif s'éloigne aussi. Donc, si je veux pas du négatif, j'éloigne le positif. Par contre, si j'aime le négatif, le positif revient au centre, et une fois qu'ils ont fusionné, ces deux fréquences deviennent une nouvelle fréquence qu'est l'amour.
C'est un petit peu Mmh. comme, tu le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Une fois que tu l'as mélangé, on parle plus du blanc d'œuf, on parle plus du jaune d'œuf, on parle de l'œuf. Oui, c'est très taoïste en fait, c'est les complémentarités, en fait, les polarités, qui sont vues comme inverses et qui en réalité ne sont pas inverses, elles sont complémentaires. C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que je dis: «Aimez tout ce que vous n'aimez pas», pour pas lui donner de la force non plus. Oui. Alors effectivement, le Wi-Fi, j'ai fait la même chose et puis aujourd'hui, je suis dans le même état d'esprit, pour, tout ce qui est des nouveautés. Aimer, c'est pas renforcer, au contraire, justement, c'est pas laisser les choses s'installer si ça doit pas. Mmh. Je me souviens d'avoir vécu une expérience personnelle assez forte à ce sujet. Il y avait eu une tuerie absolument abominable, dans les pays nordiques, sur une île où il y avait des étudiants il y a quelques années. Un type, qui avait, tué énormément de jeunes et quelque temps après, je me souviens, j'étais en train de faire un petit running et je me suis retrouvée connectée en fait, à l'âme de cette personne comme ça m'est tombé dessus spontanément et je sentais que je lui envoyais de l'amour et je me disais il y avait mon mental justement, ou mon ego qui me parlait, qui me disait: «Mais pourquoi est-ce que tu envoies de l'amour à cet homme, qui est monstrueux? C'est pas possible de faire ça». Et je sentais que, au-delà de mes jugements, je sentais que envoyer de la lumière à cette âme qui était vue comme monstrueuse était une façon peut-être de rééquilibrer, ce qui s'était passé. C'est difficile à expliquer parce que c'était un processus qui me dépassait totalement. Ouais. Alors là, je vais peut-être répondre en deux phases. La première, c'est qu'effectivement, on n'envoie pas de l'amour. Pour moi, puisque je n'utilise pas forcément l'appropriation dans le langage, l'amour ne m'appartient pas, l'énergie ne m'appartient pas, la lumière ne m'appartient pas. Tout est à disposition en fin de compte. Donc, quand il m'arrive des situations comme ça, je dirais plutôt je partage. Je partage tout l'amour et la lumière qui est en moi. Et là, Mm. on est complètement dans une neutralité. On n'est pas dans une prise de pouvoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, effectivement, tu as tout à fait raison. Dans le domaine un peu ésotérique, spirituel, on parle d'égrégore. Donc, Mm. l'égrégore, c'est lorsqu'on a, on a un ensemble de gens qui pensent la même chose, on va créer quelque part un nuage. On peut imaginer la Terre et puis on va créer un nuage d'énergie par rapport à cette pensée-là, qu'elle soit positive ou négative. Et puis, si on se met dans le jugement euh, de cette personne, eh ben on va créer un égrégore qui fera que cette personne devient un paratonnerre et on y donne de la force, tout simplement. Tandis que le moment où on est juste dans le partage amour-lumière, on donne aucune force, mais surtout on répare sur le plan cellulaire chez nous pour que ça puisse se réparer autour de nous. Mm. C'est vraiment le principe de la méthode Espace pour soi qui s'est développé entre 2007 et 2009. Oui. C'est vraiment, je cesse le vouloir faire pour entrer dans un espace où tout est à disposition. Je me remets complètement à l'intelligence des cellules. Alors, comment justement, en s'abandonnant, comme tu dis, comme ça, en se remettant à l'intelligence cellulaire, on peut arrêter de subir sa vie ou d'avoir l'impression d'être des victimes? Ouais. Bah, on peut reprendre l'exemple de la situation du moment avec les fameuses vidéos qui circulent, que ça soit des vidéos liées aux finances, à la politique ou des vidéos liées au niveau spirituel, hein, et de l'énergie du cœur. C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision euh, que ça soit un ou que ça soit l'autre. Je prends simplement une inspiration quand j'ai fini de l'écouter et je dis simplement, c'est une petite phrase qu'on peut vraiment noter, et je prends une inspiration et dans l'expire, je dis simplement, dans le silence, je dis silence, en conscience, je suis.
Silence en conscience, je Voilà, suis. tout à fait. Alors, je sais bien que c'est pas français, que c'est pas dans l'ordre, enfin, mais c'est comme ça que je le ressens. Et ce qui est extraordinaire avec ce silence, c'est que j'alimente plus rien, mais surtout, j'intègre ce que je dois réparer chez moi par rapport à ce qui me touche. Et c'est ça. C'est pas ce qui est à l'extérieur qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qui me touche à l'extérieur correspond au niveau de l'infiniment petit des cellules. Et si aujourd'hui je suis touché, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas en harmonie, qui est pas en alignement au niveau cellulaire. Donc, on va simplement créer un silence et poser la conscience pour permettre au processus de transmuter au niveau des mémoires. Et c'est d'une efficacité absolument surprenante. Et ça, ben voilà, donc je le vis maintenant depuis une dizaine d'années, pas forcément avec cette phrase-là, mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps que cette phrase puisse être Son œuvre. utilisée par toutes les personnes à qui ça leur parle, pour pouvoir justement cesser de renforcer ces égrégores, que ça soit d'un côté ou de l'autre, hein, on est bien d'accord, pour pouvoir fusionner et retrouver une harmonie. Et puis je crois ressentir que la vie, elle est juste belle. Et avant que j'ai développé tout ça pour moi, cette philosophie, je peux pas dire que je voyais la vie je la trouvais pas forcément belle. Et aujourd'hui, même que les situations n'est pas cool, je la trouve belle. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau cellulaire, au niveau de la... Alors ça veut dire que cette phrase, on peut passer nos journées à la dire parce que finalement tout est occasion de miroir en nous, que ce soit dans nos familles, dans nos fratries, tous les cercles finalement, et je ne vais pas forcément tous les nommer, qui partent du plus proche au plus large. Tout est occasion de nettoyer, ou en tout cas, alors nettoyer, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait vraiment quelque chose qui cherche à être éradiqué, alors que si nous sommes un, nous sommes déjà complets quelque part. Mais en tout cas, à réaligner, à faire un reset, un sorte de point zéro de ce qui est à transmuter à l'intérieur, c'est ça ? Tu as tout dit, c'est exactement ça. Et c'est vrai que on n'a pas besoin d'y croire, il suffit simplement dans l'instant présent de le faire avec ouais, avec l'expire, avec le moment où on est dans l'expire, puis on le pense, on communique comme ça avec les cellules, et après observer ce qui se passe dans ce que nous vivons, parce que bien souvent c'est les gens qui voient qu'on change, et nous on voit pas qu'on change. Donc l'observation est vraiment nécessaire. Une fois qu'on utilise cette phrase, observer ce qui se passe dans votre vie. Dans notre vie. Est-ce que c'est ça qui permet d'aboutir à une forme de régénérescence de nos cellules, ce dont tu parles également, Sylvain ? Oui, je dirais qu'on pourrait dire ça, mais alors à ce moment-là, j'aurais envie de parler plutôt de 5 étapes. Oui. C'est qu'il y a la première étape, c'est cette fameuse respiration dont on parlait au départ. Donc, quand on a une réaction qui se met en place, on prend le temps de respirer. Et ce temps de respiration va nous amener à la deuxième étape. Puis la deuxième étape, c'est l'observation, justement. Et bien souvent, on ne va pas à la deuxième étape parce qu'on est dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Et une fois qu'on est dans cette deuxième étape à l'observation, on arrive à une troisième étape qui, je dirais, est l'étape de la conscience. Et la conscience, c'est vraiment une fréquence pour moi, c'est une fréquence sacrée. Le mot conscience, je pense qu'on n'a pas assez conscience de la puissance du mot conscience. J'aime beaucoup entendre ça. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, il y a ce mot conscience. Mais complètement. Et on n'a pas assez conscience de ça. Et donc, si j'ai le réflexe de prendre un temps de respiration, j'arrive dans l'observation. Une fois que je suis dans l'observation, je m'installe dans un moment de conscience. Et ce moment de conscience, effectivement, amène à la transformation qui devient une régénérescence des cellules. Oui,
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc conscience sacrée pourrait être un synonyme de conscience pour toi, dans certains cas? C'est vrai que dans les stages, dans les formations, j'arrive à le montrer en fin de compte. Les gens peuvent le voir, ce que représente cette fréquence, ce mot conscience. Simplement comme ça, en parlant, j'utilise ce mot pour qu'on prenne le temps de s'y arrêter, de méditer dessus, quoi. Et oui, 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 on peut l'utiliser comme ça. Ça peut être un synonyme. Comment est-ce que tu fais pour que les gens, pour leur permettre de voir la conscience? C'est quand même assez fascinant. Alors j'utilise une pratique qui est très connue, hein, j'entends, c'est une observation au niveau du squelette humain. Mhm. Donc les personnes sont allongées sur la table, je regarde la longueur de jambe et bien souvent, enfin quasiment tout le temps, les personnes, ils ont une jambe plus courte que l'autre. Et puis ça, je l'entends aussi dans les consultations. Ah oui, c'est normal, on m'a dit que c'était normal, etc. Et moi, ça fait 10 ans maintenant que je dis non, ce n'est pas normal, ça me parle plus, ça ne résonne plus du tout. Et j'ai effectivement constaté qu'on pouvait intégrer un processus pour que ce positionnement du squelette humain ne soit plus en centimètres, en décalage, mais qu'il soit en mouvement. Et le mouvement, pour moi, c'est en millimètres, c'est la vie. Et donc ça fait 10 ans que je vois que les personnes qui m'accompagnent, quand je les revois 5 ans après, ils sont toujours en millimètres, ils sont pas en centimètres. Mais et pour pouvoir répondre à la question, c'est que les personnes qui sont sur cette table, on expérimente le sens. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça se déséquilibre? Alors j'utilise la hiérarchie, j'utilise se mettre sur piédestal ou être justement dans le jugement, j'utilise le passé, le futur, j'utilise plein de possibilités qui vont créer directement le déséquilibre ou l'équilibre. Et une fois qu'on a capté ça, je leur demande simplement à chaque fois que j'utilise une pratique de déséquilibre, de mettre la conscience avant de répondre à la question. Et quand je sais pas, moi je donne un exemple, je leur dis, est-ce que tu as une voiture? Donc ils ont les deux jambes de la même longueur. Je leur dis, est-ce que tu as une voiture? On me répond oui, sans poser la conscience. Les deux jambes ne sont plus de la même longueur. Il y a le décalage qui s'est fait. Le moment où ils me disent j'ai conscience d'avoir une voiture, les deux jambes ne bougent plus. Elles restent dans ce positionnement. Donc ça veut dire que le mot conscience euh, permet au squelette humain de rester aligné. Donc ça veut dire un bien plus, ça veut dire que ça réaligne au niveau de l'infiniment petit, au niveau cellulaire. Alors tu l'as mentionné vite fait, tu parlais vraiment de cette vibration des mots. Là, tu parlais du mot conscience qui permet de procéder à cet alignement. Et tu parles vraiment d'ouvrir cette cage aux oiseaux de nous-mêmes pour vivre dans le détachement, pour aller vers l'autonomie. Et pour toi, justement, la vibration des mots a énormément d'importance. Oui. Je te partageais hors antenne que pour avoir suivi tes enseignements, une partie de tes enseignements, c'est vrai que maintenant, quand j'entends quelqu'un dire quand j'ai eu mon cancer ou quand j'ai eu mon AVC, ça me choque, cette appropriation de la maladie, par exemple. Oui, effectivement. Donc moi, je donne cette image par rapport à l'oiseau que nous sommes dans la cage. C'est parce que le moment où j'utilise le langage du mental, comme je disais tout à l'heure au départ, je ferme donc c'est ce que je ressens, hein, on est bien d'accord. Je ferme à triple tour cette porte dont je suis dedans. Et le moment où je crée donc le contraire, donc j'utilise le cœur, et une fois que j'utilise le langage du cœur, j'ouvre la porte. Alors comment ça se passe? Effectivement, c'est lié à l'appropriation. Donc le langage de l'appropriation est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que j'ai rencontré très très peu de monde qui ressentait ce que je ressentais par rapport à ça. Je me suis remis en question très souvent.
Mais à chaque fois, il est clair, c'est évident que pour moi, l'utilisation, dès que je l'utilise, ça fait un gros burk intérieur, donc je ne peux vraiment plus utiliser ce langage. Donc, par exemple, pour que ce soit clair, hein, l'appropriation, c'est quand on dit mon, ma, mes, etc., Voilà. qu'on s'approprie quelque chose, un concept ou une personne, etc. Tout à fait. J'étais une fois sur un quai de gare. Je discutais avec une personne que je connaissais qui me disait que la situation était pas cool, que financièrement c'était vraiment pas cool. Et puis tout d'un coup elle regarde l'heure, puis elle me dit attends, j'ai mon train à prendre. Puis là j'ai fait une petite boutade en disant mais t'as acheté un train. Donc c'était juste une petite boutade pour dire mais tout est à disposition. Mais on a pris cette habitude dans la culture, enfin dans l'éducation aussi, que ça devient tout à fait normal. J'ai un autre exemple qui est assez sympa, c'est que c'est le jour où j'ai commencé vraiment de vouloir en parler. C'est que j'étais sur la place du village à Foura, pardon, et il y avait une personne qui était au téléphone et puis qui était devant un affichage où il y avait les heures des enterrements à côté de l'église. Et puis, ma foi, je pouvais pas ne pas l'entendre. Elle parlait assez fort. Puis elle disait, mais tu es bien sûr que ton enterrement, c'est bel et bien cet après-midi. Ouais. C'est juste énorme. Comme quand on a conscience de ce qui se passe sur le plan vibratoire au niveau cellulaire, quand on exprime le langage, c'est juste énorme comme truc. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai dit non, je peux plus me taire en fin de compte. Et une fois, je l'ai exprimé dans une conférence, et il y a une personne qui attendait le dernier moment. Et puis quand je voulais arrêter, il me dit non, j'ai encore une question, une dernière question s'il vous plaît. Puis j'ai fait oui, alors dites-moi. Et il me dit oui, mais alors vous parlez de cette appropriation, c'est quand même oui, c'est pas. Mais si moi maintenant je vais chez le médecin, j'ai un problème à mon cœur, comment est-ce que je lui dis autrement? Alors je lui demande si dans la salle il y a une autre personne que lui et le médecin. Puis il me dit non, on est les deux. Donc je lui dis mais si vous dites au médecin j'ai un problème au cœur, est-ce qu'il va vous demander le cœur à qui? Oui, qui est ce cœur? Oui. Forcément, c'est le sien. Oui, on dit jamais. Mais on a tellement l'habitude j'ai mal. de parler comme Non, mais on dit jamais j'ai mal à mon pied. pied. Cela dit, on dit j'ai mal au pied. Ouais. Mais oui. Alors, on n'a pas mal au pied du voisin. Oui, on est d'accord. Peut-être pour la compréhension des auditeurs, je dirais, j'aurais envie de donner le sens. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Oui, en quoi ça nous aide à vivre le détachement, parce qu'on en était là. Voilà. Et assez rapidement, parce que j'ai encore une question et on arrive vraiment à la fin du podcast. Ouais. Alors, je donne juste la phrase. Si j'utilise l'appropriation dans le langage, j'expérimente en non-conscience la maladie. Parce qu'il y a une séparation qui se fait entre cette énergie qui m'a créé et puis cette énergie qui m'a créé et la matière en fin de compte. Et le moment où si j'utilise la non-appropriation dans le langage, j'expérimente en conscience la santé. Donc dès que je m'en libère, cette énergie, cette lumière qui m'a créé peut refaire qu'un avec moi-même. Donc encore une fois, c'est pour retrouver cette unité en nous. Voilà. Parfait. Alors cette dernière question très importante, tu parles de rester près de la source dans nos vies. Qu'est-ce que tu entends par là? Disons, je suis un protestant non pratiquant avec une grande foi. Ce qui veut dire que je me suis mis 4 mois devant le miroir, tout nu, pour pouvoir entendre cette parole intérieure. Écoute, c'est une très belle conclusion, Sylvain, je te remercie, et très, très touchante. Et en t'écoutant, j'avais aussi une pensée pour notre amie commune Sandra, qui peut-être nous écoute et qui nous avait permis de nous rencontrer. Ah oui, oui. Et voilà, et je pensais à elle en t'entendant parler de la source. Alors Sandra, si tu nous écoutes, un grand bonjour.
Sylvain Descosterd, merci infiniment pour ces enseignements. Pour te trouver, suivre un stage, une conférence ou prendre rendez-vous, puisque tu donnes aussi des consultations à distance par Skype ou tout autre outil. Voilà. On peut aller tout simplement sur le site internet Sylvain avec un i et non pas un y, sylvaindescosterd.ch, et de toute façon on le marquera sur toutes les plateformes. Merci Sylvain. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, avec très grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.